Bonjour, bienvenue à vous, mesdames, messieurs, dans ce magnifique lieu pour cette table ronde consacrée aux jeunes face à l'information. Comment la jeunesse s'informe-t-elle? Quelles approches de l'information? Quels outils? Autour de moi, pour en parler aujourd'hui, des invités prestigieux. Ils viennent de Naplouse, ils viennent de l'université An-Naja. Ils sont à Orléans depuis quelques jours maintenant, à l'invitation des étudiants de l'université de la fac de droit, économie et gestion, métier d'accompagnement politique, c'est ça? Léa, bonjour. Bonjour. Bonjour, Léa et David à côté. Bonjour. Bonjour. Kerala, bonjour. Bonjour. Eva de MAP également, métier d'accompagnement politique. Rima, Yacoub et Haïtam. La première question, évidemment, on va démarrer tout de suite. Comment vous informez-vous, vous, étudiants en Palestine? Qu'est-ce qui veut commencer? Yacoub, peut-être? Oui. De quelle façon tu t'informes? Normalement, pour avoir des informations ou des nouvelles, mon habitude, c'est d'écouter la radio. Chaque matin, j'écoute la radio. C'est la radio de mon universitaire pendant le taxi, en taxi. En fait, je reçois des informations concernant de plusieurs catégories. Et après avoir écouté la radio, je consulte l'Internet ou bien les réseaux sociaux. Comme le Facebook, c'est le logiciel que j'utilise toujours. Je vois des pages qui publient la même nouvelle, mais d'une manière différente. Du coup, je vois des différents résultats. Et il y a des pages qui sont suivies qui sont influencées par des gens ou par des groupes, comme des partis politiques, par exemple. Oui. Évidemment. À quelle radio tu écoutes? La radio de l'université. La particularité de cette université An-Naja, effectivement, c'est d'avoir une radio et une télévision en interne. Rima, c'est aussi de la même façon que tu t'informes? Ou tu vas sur des réseaux sociaux ou des chaînes d'information internationales? Pour moi, les réseaux sociaux, non. Moi, j'écoute la radio pour les informations locales et nationales peut-être. J'écoute plusieurs chaînes sur la radio, mais qu'elles sont plutôt neutres, pas contre les informations ou quelques partis politiques, comme il a dit. Mais pour les réseaux sociaux, non. Je ne fais pas confiance du tout sur des réseaux sociaux. C'est plus facile, c'est très facile à modifier les informations, à modifier les faits. Mais je lis parfois des sites web qui sont fiables. Lesquels? Il y a un site web très connu en Palestine qui s'appelle Wafa. Et pour les informations internationales, parfois je regarde ou je lis sur Le Monde. Le Monde, oui. Le journal français. Oui. Pourquoi tu dis des sites fiables? Oui. C'est toi qui le penses? Oui, c'est pour moi car il y a les sources, les noms des journalistes qui sont neutres, comme j'ai dit, qui n'ont pas d'entrée ou des bénéfices, qui ne sont pas bénéficiés pour reformuler les informations. Haïtam, quelle façon tu as de t'informer quand tu te réveilles tous les matins à Naplouse? Tu mets quoi? Bonjour. Oui, bonjour. Moi, personnellement, comme j'ai dit, j'utilise beaucoup l'Internet parce que pour moi, c'est plus facile à arriver les informations, c'est plus rapide, plus facile. Et j'utilise les YouTube, on peut dire les sites web et tout ça. Et je lis sur on peut dire AG+. Et on peut dire les sites préférés. Parce qu'il est fiable et tout ça. Il fait des vidéos de cours pour résumer la situation, on peut dire les cas en général. Et il y a des chaînes YouTube et des youtubeurs qui font des vidéos
qui donne en fait des informations dans une manière très facile et plus facile que les autres. Donc c'est ça. Et AJ+, tu le regardes en arabe, en français, parce qu'il existe aussi En fait, en arabe, en français et en anglais. Et en anglais. Oui. Tu as ce loisir-là, tu peux, toi. Kéral, comment tu t'informes? Bonjour à tous. Moi, je suis un peu comme Haitham. J'utilise beaucoup l'Internet pour avoir les informations. Spécialement, j'utilise parce que c'est plus facile, c'est plus pratique. Vous pouvez trouver plusieurs sources en même temps. Donc, vous pouvez voir l'information de plusieurs côtés. En même temps, j'utilise aussi AG+, en arabe, ou en français ou en anglais. Mais la télé, je l'utilise quand il y a une action en direct, comme le vendredi, quand il y a des marches de retour à Gaza. On va passer au français. Hein, Léa, toi, comment tu t'informes? Moi, je pense que je m'informe un petit peu comme Yacoub. J'écoute beaucoup la radio le matin, dans la voiture. On fait passer des chaînes un petit peu d'informations. En fait, la radio, c'est facile parce qu'en fait, ça envoie plein de petites infos en même temps. Et ensuite, une fois qu'on arrive et qu'on passe sa journée, on peut un petit peu creuser certaines informations. On n'est pas un peu largué quand quelqu'un nous parle de quelque chose. Et je pense que l'information, elle se fait aussi en discutant avec les autres. Et ensuite, bien sûr, on est obligé d'aller vérifier plusieurs sources, comme disait Rima, au niveau d'Internet, etc. On est obligé de croiser et de voir un petit peu d'où proviennent les sources, etc. Et on voit un petit peu où l'information est biaisée ou non. Voilà. Il faut dire aussi que tu te destines à ça, tu voudrais faire ça, du journalisme. Donc forcément, tu as une façon d'aborder l'information le matin qui est différente des autres jeunes, peut-être, non? Je ne sais pas si c'est différent, mais en tout cas, j'y porte un intérêt particulier. Ouais. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Eva? Moi, je pense que je dois être celle qui est un peu plus old school. Je regarde encore les informations à la télé. Il y en a une superbe chaîne en France qui s'appelle... Enfin, c'est la chaîne parlementaire, avec Public Sénat et la chaîne de l'Assemblée nationale. Comme on est en droit aussi, ainsi qu'en communication, c'est une source où... C'est vrai que je m'intéresse un peu plus à la partie juridique, législative, pour être un peu au-dessus de ce qui se passe par rapport aux cours. C'est vrai que c'est assez mal vu d'arriver le matin et de ne pas savoir ce qui s'est passé dernièrement au niveau des réformes. Donc j'essaye de tenir au courant par rapport à ça. J'évite particulièrement les chaînes d'information continue. Mais en fait, je coupe Public Sénat avec, on va dire, un petit peu Internet. Et Internet, je reste sur Le Monde, Libération. Donc c'est une autre forme de journalisme, mais ça reste un journalisme un peu plus traditionnel. Et après, avec d'autres choses plus culturelles, avec Combini ou ce genre de choses, pour un peu la culture et les futilités. Voilà. Et aucun média à l'international? Courrier international, ça je le suis pareil sur Facebook. Et ça c'est plus côté Erasmus, côté savoir un petit peu ce qui se passe. David? Oui, alors un peu comme tous mes camarades, ça va être que de la redite, mais j'évite la télé, ça doit bien faire 1 an que je regarde plus la télé tout simplement. Donc après, pour les informations, on va dire que c'est principalement des articles de presse sur Internet, des articles de presse écrites aussi pour le local, La République du Centre. Donc voilà, après... tout pareil qu'Eva, c'est-à-dire que les chaînes d'infos en continu, jamais. Je vous invite à d'ailleurs arrêter tout de suite. et voilà, et puis à l'international, pareil, on regarde des articles sur Internet, ce genre de choses. Yacoub, quand tu nous parles de radio, on va expliquer au public, la radio de l'université Al-Najah, c'est quoi? Ce sont des journalistes professionnels ou c'est vous, les étudiants? Non, ce sont des journalistes professionnels. D'accord. Oui. Peut-être c'est lié avec la confiance. Oui. Pour la confiance, sur la radio. Oui. C'était ça la question. Oui. Ce qui me fait la confiance en écoutant la radio, c'est qu'il y a des gens qui participent dans les émissions en donnant des nouvelles. En donnant des nouvelles qu'ils voient. Je ne sais pas, par exemple, s'il y a un événement spécial, un acte,
il y a des gens qui participent à la radio pour donner assez d'informations. Du coup, les interlocuteurs fait bien la confiance. Même pour les réseaux sociaux, il y a sur le Facebook, on peut démarrer des vidéos en direct. Cela nous aide à faire la confiance. On voit la vérité. Moi, je suis des journalistes qui démarrent toujours des vidéos en direct. Ils sont journalistes. Oui, c'est ça. Oui, ils sont journalistes et qui démarrent des vidéos en direct. Et moi, c'est la confiance. Oui. Non, c'est juste que tu as confiance en ces journalistes-là. Oui. C'est pour ça que tous les matins, tu te réveilles en l'écoutant. Vous les connaissez, ces journalistes à l'université qui travaillent à la radio et à la télévision? Non, Oui, pas personnellement. Non, pas personnellement. Non. D'accord. Oui. Rima, toi, quel usage tu as de cette radio et cette télévision à l'université Al-Naja? Tu écoutes aussi beaucoup cette radio ou pas? Pour moi, non. J'écoute. T'as pas confiance donc, oui. toi? Contrairement à Yacoub. J'écoute autres chaînes. Ils sont deux chaînes qui sont neutres, comme j'ai dit. Et parfois, j'écoute la chaîne de l'université aussi. J'écoute plusieurs chaînes pour arriver à trouver le bord entre les différentes informations et pour trouver la vraie fait. Je fais confiance, comme j'ai dit, le plus sur des chaînes qui s'appellent 24. France 24? Non. Non, c'est pas tout ça. Non, c'est 24. D'accord. Oui, c'est en Palestine. D'accord, c'est une chaîne En palestinienne. Cisjordanie, oui. D'accord, ok. Alors, tu n'as pas confiance dans ces journalistes. Pourquoi tu penses que ces journalistes de 24 sont meilleurs dans l'information que ceux de l'université, par exemple? C'est une chaîne qui est liée à l'université. Et alors, toutes les informations sont avec l'université, peut-être. Et s'il y a, par exemple, des informations ou des événements contre l'université, il n'y aura pas... Ils n'en diront pas. Non. Là, je sais que toi, tu es déjà passé sur la chaîne de télévision, tu as travaillé avec eux, tu peux passer le micro. Donc, tu les as vus travailler, ces journalistes? Moi, j'ai travaillé avec une journaliste, en fait, Nabulsi. Et personnellement, je ne suis pas vraiment la télé ou la radio, mais quand il y a des actualités qui sont importantes, qui sont importantes, quand il y a en direct, des événements en direct, je regarde. Donc, je vois que je fais de confiance de certains journalistes, pas tous les journalistes, comme Rima a dit, il y en a des journalistes qui sont neutres, et il y en a des autres qui sont subjectifs ou quelque chose. Et tu les trouves professionnels? Quand tu as travaillé avec eux, tu les trouves plutôt professionnels? Peut-être, oui. Peut-être. Peut-être. Peut-être, pas sûr. Haïtam, toi, tu nous as parlé de la chaîne AJ+. Alors, je ne sais pas si vous savez tous, cette chaîne, c'est une chaîne d'origine du Qatar, hein, je crois, et qui fait des informations uniquement en images, en des formats courts, en français, en anglais et en arabe, donc. Avant de se passer à la AJ+, je veux ajouter quelque chose. Selon les situations en Palestine, il y a, on peut dire, un logiciel, une application sur les téléphones, il s'appelle Zello. Oui. On utilise cette application pour communiquer avec les gens ordinaires que tout le monde peut utiliser. Par exemple, s'il y a des checkpoints fermés, on annonce sur cette application pour laisser les gens savoir qu'est-ce qui se passe dans quelle zone. Et c'est plus facile, on peut dire, à suivre les informations sur la télé et tout ça. Je voulais en parler plus tard, mais très bien, on y reviendra quand même, parce que c'est important de savoir comment vous passez le filtre de la censure là-bas, enfin comment vous, les journalistes en Palestine, passent le filtre de la censure. Mais alors, donc je disais, AJ+, toi tu y vas en confiance avec les journalistes, on ne les voit pas les journalistes, on voit les images. Qu'est-ce qui fait que tu es plus en confiance avec ça? En fait, je ne sais pas c'est quoi la raison principale, mais je fais confiance à ce site, mais je pense que il transfère la réalité comme elle-même, mais sans changement. Il change la réalité comme elle-même, sans changement. C'est pour ça que je fais confiance à les informations qu'il publie. Léa, la confiance,
Toujours, on va rester dessus. Est-ce que tu as des journalistes en France ou en Europe où tu te dis, lui, quand il écrit quelque chose, quand il dit quelque chose à la télévision, je vais y croire, ou il fait bien son travail, il y en a ou pas? Ou tu es toujours en questionnement? Je pense qu'il y en a toujours qui font bien leur travail, et il y en aura toujours qui feront pas bien leur travail dans tous les secteurs, mais c'est ce qu'on disait pendant la conférence d'Anogé, c'était vendredi, je crois. En fait, je pense qu'elle avait raison, il y a une vraie défiance, je pense, des jeunes qui en fait, c'est un peu une défiance d'une autorité aussi, c'est se dire non, toi je te crois pas tout de suite et je vais vérifier tout ce que tu me dis avant de pouvoir le valider et le ressortir. Je pense que ça tient vraiment de la défiance un petit peu. C'est pas de la non-confiance, mais la défiance, hein. Ouais. Eva? Oui, moi je rejoindrais peut-être pas Léa sur la question de confiance. C'est-à-dire que je pense que c'est pas, c'est générationnel, mais c'est pas juste notre génération qui, en tant que jeune, veut se révolter contre les adultes. Je pense sincèrement qu'on arrive à un moment où la jeunesse, en fait, remet en cause et a peut-être un meilleur esprit critique qui a une trentaine d'années. Et comme on a plus accès à l'information, on peut plus se découper, on prend moins comme acquis ce qui est dit. Par exemple, notre prof d'histoire de l'idée européenne nous racontait jeudi qu'à son époque, quand il y a eu la chute du mur et puis la fin de l'URSS, elle nous disait à l'époque on avait juste des manuels d'histoire et on prenait tout comme argent comptant, et j'ai découvert que bien des années plus tard que tout ce qui était dit était totalement faux, et on sentait qu'il y a eu un énorme choc par rapport à ça. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, comme on a eu plus accès à l'information, qu'on a pu redécouper plusieurs choses, peut-être qu'on a pu plus avoir un esprit critique et que maintenant on est plus méfiant naturellement vis-à-vis de l'information. Mais je pense que nos parents aussi commencent à avoir ce cheminement-là intellectuel. David, alors les journalistes de chaîne continuent ces noms. Alors qu'est-ce qui fait que tu vas dire... Je vais revenir rapidement sur ce que vient de dire Eva. Je ne pense pas que les jeunes d'aujourd'hui auraient un meilleur esprit critique que les jeunes d'hier, mais je pense que quand on revient sur la presse d'il y a 40-60 ans, c'est vrai que on l'idéalise parfois. On dit, moi par exemple, je dis souvent que les chaînes d'information en continu ont un peu tué l'information, mais la presse d'il y a 40-60 ans avait aussi quelques carences. Aujourd'hui, c'est pas un meilleur esprit critique, je pense, qu'ont les gens, mais avec le développement de toutes les nouvelles technologies, ça nous permet d'avoir un regard autre, de multiplier énormément de sources et donc d'avoir une vision bien différenciée. On va revenir à Hitam, à ce que tu disais tout à l'heure justement sur la censure et puis l'utilisation que vous avez des réseaux sociaux. Ici en France, il y a des chiffres qui existent. Les jeunes s'informent essentiellement par les réseaux sociaux. La plupart disent aujourd'hui qu'ils commencent par Snapchat. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment on peut s'informer avec cet outil-là. Mais alors, rappelle cet outil que toi tu connais en Palestine pour pouvoir... c'est sur les réseaux sociaux. Explique. Et en fait, il s'appelle l'application Zello. Zello. Z-E-L-L. W-L-2-L-O. Oui. Et comment il fonctionne? Et en utilisant le micro, on parle par le téléphone, comme on peut dire, enregistre un enregistrement sur WhatsApp. Mais on fonctionne comme la radio. Il y a des chaînes, sur l'application, on peut dire suivre. Et on peut écouter tout ce qui se passe sur cette chaîne. On écoute quoi? Quelle radio? Du monde entier ou? Non, oui, il y a on peut dire les chaînes, les panels, les Palestiniens. En fait, les gens eux-mêmes qui ont créé cette chaîne pour parler d'un sujet. En fait, comme un groupe sur WhatsApp, mais juste en utilisant le micro. Est-ce qu'il y a des chaînes étrangères qui sont interdites, ou vous, en Palestine, vous avez peur, à Naplouse, vous avez peur de les écouter parce que vous pensez que... En fait, on peut dire que je pense pour moi, c'est une application libre. Oui. Et on peut parler n'importe quoi en utilisant cette application. Alors, c'est un espace libre pour nous. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous écoutent et tout ça.
Rima, est-ce que Yacoub, tu veux répondre Oui. à ça? Oui. Concernant cette application, il y a un grand problème dans cette application. Les noms qui sont les noms des participants ne sont pas les vrais noms. Oui, bien sûr. Oui. Mais comment tu ne comment on va comprends faire pas la pourquoi, confiance? Comment on va faire la confiance? En fait, Oui. c'est comme toi, tu utilises cette application que les gens ordinaires, comme vous, comme Hassan, comme Khair, ils utilisent. Et en fait, c'est pas juste pour les, on peut dire les presses, que pour les presses, en fait, comme les WhatsApp, Facebook, c'est on peut dire, un parmi les réseaux sociaux. Ils utilisent donc des pseudonymes. Et Moi, donc, j'utilisais beaucoup il y avait des situations chaudes pour savoir les situations du route parce que je se déplace entre Hébron et Naplouse beaucoup. Et tu donnes des informations, toi, sur Zelo, Oui. sur la situation. Il y a ici des militaires, ne pas passer là. Oui, c'est par ça? exemple, D'accord. si il y avait j'ai rencontré un checkpoint fermé, je dis sur l'application, c'est éviter ça parce qu'il est fermé. Et Yacoub, toi, tu n'aimes pas ça? Tu n'aimes pas ce réseau, Oui. ce type d'information? Oui, non. Non, Non, du je tout. n'aime pas. Pas du tout. Toi, tu préfères la radio à Naja. Ce n'est pas. Oui. C'est vrai que je préfère la radio de Najah, mais ce n'est pas un choix précis. La confiance pour moi dans le radio, c'est les gens qui participent. Mais pour les journalistes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent en fait. Après, je consulte les réseaux sociaux et je vois des informations qui varient à l'autre. Et pour ça, je vais en résumé, c'est quoi la vraie et c'est quoi le faux. Rima, tu connais, toi, cette application Zello? Non, du tout. Hein. Toi, tu n'es pas du tout sur les réseaux sociaux, donc. Non, pas du tout. Kerala, toi, tu connais? Moi, je le connais, oui, parce que je viens de Jenin, donc je vais à Naplouse et je retourne chez moi chaque jour. Donc, s'il y a un checkpoint fermé, s'il y a la ville quelquefois est fermée, les routes de Naplouse à Jenin, quelquefois c'est fermé, donc je dois écouter sur Zelo pour savoir. Je vais rester chez Haitham ou je vais revenir chez moi. Et en même temps, quelquefois, je pose des questions pour les chauffeurs du bus pour savoir comment c'est la circulation entre les villes. En fait, on peut entendre les nouvelles en direct parce que les gens qui voient les actions disent tout de suite qu'est-ce qui se passe. Et comment le téléphone, toi tu utilises le téléphone pour donner ces informations-là. Est-ce que tu connais d'autres personnes en Cisjordanie, ou peut-être même de l'autre côté à Gaza, des jeunes qui envoient des informations ou des images que nous recevons ici, des événements notamment à Gaza? Est-ce que tu en connais ou pas? Est-ce qu'il y a des blogs qui existent, des sites d'information où on met ensemble des images ou des informations à l'heure sur la situation là-bas? En fait, à Cisjordanie, il y a pas beaucoup de blogueurs, mais à Gaza, il y en a plus parce que la situation là-bas est plus différente et plus dure que Cisjordanie. Parce que on peut dire l'État en siège, on peut dire ça, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Et alors, ils ont besoin on peut dire, des blogs, d'utiliser les blogs plus que nous parce que c'est, on peut dire, l'espace libre pour eux, pour voir pour laisser les gens d'ailleurs et voir qu'est-ce qui se passe au bande de Gaza. Et dans ces blogs-là, c'est des images, beaucoup, ou uniquement Oui. des images où Il y a l'écrit? en fait, il y a des images, des articles, tout ça. Kerala? En fait, il y en a beaucoup, comme il a dit, il y en a beaucoup de blogueurs à bande de Gaza parce que la situation c'est plus chaude. Et en même temps, chaque vendredi, comme je dis, il y a des marchés de retour, donc il y a des blessés, des martyrs. Tu les connais, ces blogs-là, Rima? Moi, je sais qu'il y a des blogs, et il y a beaucoup de gens qui écrivent des articles pour faire connaître ce qui se passe à Gaza. Mais Tu y vas ou pas? Tu les lis, tu regardes? Non. Non. Rare. Bon. Les étudiants français qui sont rendus à Naplouse, est-ce que vous avez eu connaissance de blogs comme ça ou pas? Vous avez rencontré des jeunes qui informent depuis les lieux de David? Alors nous, on n'a pas rencontré de jeunes. Après, je pense que le gros problème qu'il y a en Palestine, c'est que ces jeunes qui s'intéressent à l'information, à la politique,
risquent leur vie à donner ce genre d'informations. Donc il y en a très peu. Vous-même, je pense que vous n'en connaissez pas beaucoup. Donc, En fait, et j'ai un ami à l'université, c'est en colère. Il a un blog, et mes blogs scientifiques, il écrit les articles scientifiques. Et ça s'appelle comment? Le blog, mais Oui. je sais pas, mais tu peux envoyer les liens. Tu nous envoies le lien. D'accord. Mais est-ce qu'il se sent en danger, ton ami? Est-ce qu'il se dit, je risque peut-être même ma vie à écrire, à donner ces informations-là? En fait, pour moi, comme j'ai vu, il évite d'écrire la politique, juste les choses scientifiques, comme les trous noirs et tout ça. Ok. Oui, c'est plutôt un blog de vulgarisation scientifique. Oui, alors sur la censure et le danger, la mise en danger des étudiants, donc tu disais, vous n'en avez pas rencontré? on n'en a pas rencontré et on avait discuté autour de tables rondes avec certains étudiants sur le fait de s'intéresser à l'information, à la politique et à tous les actes qui sont faits là-bas. Et beaucoup nous disaient que même leur famille essayait de les retenir, de s'intéresser et de s'engager dans ce genre de démarche parce que c'était dangereux pour eux, en fait, tout simplement. Yacoub, tu connais des jeunes qui se sentent en danger? Non, du tout. Hein. Pas du tout. Oui. À Naplouse, tout va bien? Il n'y a pas de danger, vraiment? Non, il y a. Il y a. Ouais. Mais je suis, comment je dis, je ne suis pas intéressant par les blogueurs. D'accord. Oui. Oui, toujours le problème de confiance. Hein. Mais je ne vous ai pas posé une question. Pas du tout Al Jazeera, pas du tout CNN? Non. Si. Voilà, Rima. Allons-y. Moi, j'ai dit que j'écoute la radio pour les informations locales et régionales. Mais peut-être s'il y a des informations nationales dans le monde arabe, oui, je regarde Al Jazeera avec ma famille. Uniquement en arabe ou en anglais? Parce qu'il y a des nuances. C'est en arabe, mais le site web et le blog d'Al Jazeera, c'est en anglais. D'accord. Sur mon portable. Et toi, Kherala? CNN, Al Jazeera, Al Arabiya? Al Jazeera, oui, quelquefois. D'accord. Mais l'Arabie, pas parfaitement. Et CNN, pas du tout. Parce que c'est plutôt subjectif. Et en même temps, quand on a parlé de danger, il y en a beaucoup de personnes qui n'ont pas de la liberté d'expression en Palestine. Spécialement, il y a un jeune homme avec nous à l'université qui a été emprisonné chez les Israéliens à cause d'un post sur Facebook. Et il y en a une fille qui a écrit... Pas une personne. Ben oui, plusieurs personnes. Et il y en a une fille qui a écrit un article en poésie. Journaliste? Non, une fille qui a écrit une poésie, mais a été emprisonnée à cause d'une poésie chez les Israéliens pour 6 mois. Et il y en a une personne qui a été interdite d'entrer à l'université pour 6 mois à cause de ses actions politiques à l'université. Et il y en a beaucoup qui sont en danger à cause de parler ou d'informer les autres. Dans la salle, il y a Wassim qui est professeur de français, il y a Iba aussi qui sont là. Est-ce que vous voulez répondre? Mais il faudra venir là pour les caméras. Peut-être Wassim, oui, peut-être sur l'histoire de cette radio et de cette chaîne de télévision, certainement que tu as vu naître. Oui, en fait, j'ai eu l'occasion d'écouter la radio, même quand j'étais parti en France, parce que la radio a été créée en 2003, en fait, par l'Université nationale de Najah. C'était une des initiatives en fait, de l'université, c'est de servir la société palestinienne et d'être en contact avec la population. Et du coup, en fait, l'objectif de cette radio, c'est de faire connaître les activités de l'université d'une part, et d'autre part, en fait, c'est de faire découvrir aussi au niveau national, au niveau local, au niveau régional, la situation en Palestine. Et du coup, la radio était la première en fait de la région à mettre en ligne ces coordonnées pour que les gens puissent en fait écouter en streaming la radio, les actualités, ce qui se passe en Palestine. Par rapport à l'équipe, en fait, au départ, ça a commencé avec des étudiants en journalisme, avec les professeurs du département de journalisme. Puis, petit à petit, on a commencé à recruter en fait des diplômés de ce département de médias et de journalisme, parce qu'il n'y avait pas à l'époque en fait beaucoup de gens formés dans les médias
qui travaillent au niveau local. Bien sûr, la plupart de ceux qui étaient formés étaient partis en fait pour travailler à Al Jazeera ou dans d'autres pays arabes dans la région. Donc ils sont formés. Ils sont formés en fait, ouais. Et du coup, par rapport en fait au discours de cette radio, est-ce que c'est notre objectif ou non? Je crois que l'objectivité totale, absolue, n'existe pas. C'est vrai que peut-être dans certains discours, là où il y a des conflits, ou quelque part l'université fait partie en fait de cette discussion, peut-être c'est difficile d'assurer la neutralité totale. Par contre, en fait, en général, puisque c'est un établissement en fait qui appartient à la société palestinienne, il n'y a pas ce genre de conflit, d'intérêt, etc. Et du coup, en fait, les journalistes, je crois, en fait, sont de l'avis, sont des Palestiniens qui essayent au maximum de faire leur travail, malgré les dangers, en fait, parce qu'assurer les informations la nuit... Quel danger, justement? Parce qu'assurer les informations, en fait, travailler la nuit et faire les déplacements la nuit, ça, c'est trop difficile et c'est risqué. Par exemple, sortir à 11h et quelquefois à minuit, c'est trop risqué non seulement pour les citoyens, mais pour les journalistes également. Beaucoup de journalistes palestiniens ont été tués par les Israéliens à l'époque de la première intifada, seconde intifada, et même ça continue jusqu'à aujourd'hui. Par rapport en fait aux blogs et blogueurs, je crois en fait, parce que j'ai déjà entendu un discours, c'est qu'il faut. C'était dans un cours d'histoire en fait à laquelle j'ai assisté grâce à nos amis en fait français, c'est que on ne juge pas l'histoire de notre point de vue de maintenant. Il faut juger l'histoire du point de vue en fait de l'époque. Et du coup, si il faut s'intéresser en fait aux blogs qui se trouvent en Palestine, qui se trouvent en général du côté de Gaza, il faut imaginer la situation à Gaza. Le blocage total, sans électricité, pas de connexion Internet, etc. Et du coup, qu'est-ce qui est préférable? C'est la connexion de publier des articles sur Facebook, de publier des articles sur un blog. Il y a une information qui reste plus longtemps, une information qui peut résumer toute une journée, au lieu d'une information qui apparaît vite, c'est rapide, c'est speed, mais ça disparaît en fait très rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des choses sur Internet. Et je crois que c'est pourquoi ça explique en fait pourquoi les jeunes à Gaza publient des informations en utilisant surtout des blogs, et pourquoi les jeunes en Cisjordanie s'intéressent à des outils plus rapides, parce qu'on a aussi un peu de chance d'avoir de temps en temps des coupures d'électricité, ce n'est pas toujours, et aussi d'avoir une connexion Internet avec un débit qui est pas mal par rapport à Gaza. Ah oui, vous avez ça en Cisjordanie. Oui, mais en fait, l'accès aux médias, puisque ça se fait via Internet, il faut aussi souligner en fait que la connexion Internet chez nous coûte trop cher. Par exemple, pour avoir une connexion Internet au débit normal, juste à la connexion Internet, je dois payer 30 €. Alors, par mois? 30 € par mois, justement. Et du coup, j'étais déjà étudiant ici en France, je sais comment plus ou moins ça fonctionne, quelles sont les offres qu'on peut avoir, surtout par un étudiant. Et si on peut, je crois, à une trentaine d'euros, j'avais une connexion Internet avec télévision, avec des appels illimités vers certains pays, dont Israël. Et du coup, j'avais l'occasion de profiter un peu de ça pour appeler la famille en Palestine. Un dernier mot avant de passer la parole à Iba. Tu les connais, les journalistes là-bas? Est-ce qu'ils se sentent en danger ou pas, les journalistes oui, de la chaîne par exemple, moi, je viens d'un camp de réfugiés qui s'appelle le camp de réfugiés d'Ascar. C'est un camp de réfugiés qui se trouve à 2 km de Naplouse. Il y a le camp de réfugiés qui est plus grand, où il y a une population plus dense, c'est le camp de réfugiés de Balata. Et moi, je connaissais même, je crois que mes étudiants le connaissent bien, un journaliste qui a passé plus de 6 ans en fait en prison, qui a été emprisonné à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'il a un discours qui couvre en fait les événements de toute la journée. Et du coup, si on choisit de travailler dans le domaine de l'actualité, d'être reporter, de faire passer un message, de témoigner en fait de ce qui se passe la nuit, les incursions, les invasions israéliennes, du coup, ça met en péril en fait quelquefois
le futur et le projet professionnel même de certains journalistes, parce qu'ils sont obligés comme ça de rester la plupart de leur vie en fait en prison. Et du coup, ça permet également aussi à ces futurs journalistes, pendant leur présence en prison, c'est aussi de devenir écrivain et après de témoigner et de raconter en fait leur expérience. Est-ce qu'ils ont vu? Iba, bonjour. Alors, voilà, on va commencer par le début. Quelle utilisation toi tu as des outils informatiques, Internet, blog, Facebook? Bonjour à tous. Peut-être c'est comme mes collègues ont dit, j'utilise l'Internet plutôt. En fait, je laisse la télé et la radio pour mes parents. Moi, j'utilise l'Internet. J'utilise plutôt le Facebook et YouTube. Il y a des sites qui sont d'une manière qui montrent les nouvelles et l'information d'une manière plus amusante que les autres. Comme par exemple, comme Haïtam a dit, AJ+. Ok. Sur YouTube aussi, il y a un programme que je regarde quotidiennement. Il y a un jeune homme jordanien d'une origine palestinienne qui fait ce programme-là. Il montre les nouvelles et les informations d'une manière vraiment sarcastique, qui attire l'attention et qui fait de regarder, d'obtenir l'information et les nouvelles quelque chose d'intéressant pour moi. Donc voilà. On va réserver un moment d'échange avec vous, la salle, dans une dizaine de minutes. J'avais encore quelques questions quand même à poser. Restez là, si vous voulez. Quand on demande aux jeunes en France, je vais poser la question à Léa et à Eva, certains refusent, comme David, de regarder les chaînes d'information en continu parce que ces chaînes-là sont très anxiogènes. Est-ce que c'est ton cas, Eva, par exemple? Est-ce que je trouve ça anxiogène? Oui, et est-ce que c'est ça qui fait que tu en as une utilisation réduite? Oui, je pense que tous les médias, tout ce genre de médias-là marche sur la peur. Et après, c'est très personnel. Hein. Mais je pense que naturellement, l'homme n'est pas fait pour connaître tout le temps, tout ce qui se passe de manière instantanée, continue. Je pense qu'il faut avoir... il y a un cercle, donc on est d'abord plus intéressé par ce qui se passe près de chez nous. On va aller plus loin, mais je pense qu'on ne peut pas d'un coup en fait, recevoir un nombre incalculable de connaissances sur ce qui se passe dans le monde et sur tous les sujets possibles. Et je pense que ça ne laisse pas assez c'est mal dit, mais d'air à l'esprit pour ingurgiter l'information, réfléchir. J'ai toujours vu les idées, les informations comme des graines qu'on va laisser semer dans un cerveau avec un terreau. Et il faut prendre le temps de pousser, d'émerger. Et puis oui, ouais, je trouve ça anxiogène. Et aussi, c'est un petit peu candide ce que je dis, mais il y a énormément de mauvaises nouvelles. Et encore, on m'assaillerait de bonnes nouvelles continuellement. Je pense que ça serait moins anxiogène, mais en somme, voilà, il y a trop de mauvaises nouvelles et trop de choses qui nous concernent pas forcément sur le moment. Mais Léa saura mieux répondre. Je suis un petit peu d'accord avec toi, mais en fait, moi, ce qui m'agace, en tout cas personnellement, dans les médias comme ça, en fait, c'est que simplement, en fait, c'est du bourrage de crâne avec du creux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'information, parce qu'en général, ils montrent toujours les mêmes images, mais en fait, ils vous bourrent le crâne avec du rien, en fait, finalement. Et ils sont forts. Hein. Et deuxième chose, avant de passer la parole à David, je suis assez d'accord sur les mauvaises nouvelles. Et si, par exemple, nous, on prend l'image de la Palestine avant qu'on y aille, en fait, quand on essayait un petit peu de s'informer, voir ce qui se passe là-bas, etc., en fait, on a vraiment une espèce de voile noir devant nous où, en fait, on nous montre que les mauvais côtés. Et je pense que le film qui a été réalisé donc, du coup, par Mathieu Maillard, Abdelbasset, Philippe qui est là-bas, en fait, justement, on essayait de montrer un petit peu l'autre côté, quoi. Enfin, il y a de la joie, il y a de la culture, il y a de la musique, il y a de la danse, etc. Et je pense que, justement, ce serait important aussi de montrer les choses culturelles qui font sourire aussi aux informations. Voilà. David ?
Oui, pour revenir rapidement sur les médias d'info continue, oui, tout à fait, c'est anxiogène. Ils surfent sur le buzz, sur l'immédiateté. Et quand Eva dit que Léa dit qu'ils font du creux avec du creux, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on nous montre tout le temps les mêmes images, on invite des pseudo-experts tout le temps les mêmes personnes qui viennent soi-disant essayer de nous expliquer l'information, mais qui nous apportent simplement leur vision de la chose, et c'est tout le temps la même. Donc du coup, les gens rentrent dans un cercle vicieux où ils sont tout le temps orientés par les mêmes images, les mêmes configurations, les mêmes explications, toujours, tout le temps. Donc du coup, ça crée un schéma de pensée, et forcément, après, on devient comme des moutons à regarder la télé, et puis à plus essayer de réfléchir, tout simplement. Moi, je n'écoute plus et je regarde plus ce genre d'informations, mais avant, par exemple, je mettais BFM TV. Simplement, j'éteignais le son, comme ça j'avais les images, et après je pouvais réfléchir tout seul, simplement, et puis mettre des chaînes de radio à côté, et puis essayer de faire un schéma de pensée seul, et pas suivre des pseudo-experts qui viennent nous donner que leur simple pensée à eux, en fait. Avant de passer le micro à la salle, une dernière question pour tout le monde, pour parler de l'outil physique. Est-ce que tu parlais de télévision tout à l'heure, BFM, tu ne le regardes pas sur la chaîne cathodique, sur le téléphone ou pas? Qui est-ce qui regarde les informations uniquement sur téléphone? David, on commence par toi, alors? Oui, par téléphone. Principalement. Ouais. Ok, Léa? Oui, par téléphone, les applications, etc. Ouais. Et... Aitam? Moi aussi par le téléphone. Ouais. Yacoub? C'est la même chose. C'est la même chose, un téléphone. Hein. Et même la radio, c'est sur le téléphone portable. Même la radio, c'est sur le téléphone portable. Eva? Téléphone, mais télé avec Public Sénat quand je fais les soirs. Oui. Je suis comme Eva. Donc la télé, c'est le téléphone. Iba? C'est pareil en fait. Ben voilà. Allez, on va passer à la salle, le moment d'échange. Il y a un micro qui va circuler. Première question. Une question par ici. Bonjour et merci pour tous ces échanges passionnants, parce que c'est aussi de l'information, ce que vous nous dites. Hein, on apprend beaucoup sur votre quotidien. Donc merci à vous. Je voulais revenir sur une réflexion. Alors je ne sais plus les prénoms, peut-être David, c'est David. David, vous parliez des chaînes Tout Info et du vide. En effet, avec ces images toujours les mêmes, avec ces journalistes en direct qui n'ont pas beaucoup d'informations supplémentaires à donner, mais on leur demande d'être à l'antenne et de meubler. Alors en effet, ça peut donner une impression de vide, mais en même temps, ça donne aussi une information en direct en permanence. Donc c'est peut-être aussi un plus, ça a peut-être une utilité en fait de pouvoir avoir accès à une information 24 heures sur 24 quasiment. Moi, je voulais savoir si vous souhaiteriez finalement qu'on revienne sur des modèles peut-être plus anciens, c'est-à-dire qu'on arrête ces modèles du tout info, que ce soit d'ailleurs sur le premium ou en version numérique, hein, puisque c'est exactement la même chose. Est-ce que vous pensez qu'il faut finalement peut-être revenir un petit peu en arrière sur des fondamentaux, d'ailleurs que Pierre Laurent évoquait dans ses tables rondes hier, hein, puisqu'on a beaucoup parlé de l'histoire des médias. Est-ce que vous pensez qu'il faut remettre en question ce modèle-là, ou est-ce qu'il a quand même une utilité pour vous, que ce soit d'ailleurs en France ou en Palestine? Alors, je pense que dans tous les cas, qu'il ait une utilité ou non, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de le remettre en question continuellement. Je pense que ce genre de médias, ils sont dépendants d'un modèle économique, tout simplement. Et on leur demande de faire du buzz, du tout le temps, du immédiat, etc. Personnellement, pour moi, je ne trouve pas qu'il ait une utilité. Après, je peux comprendre que pour certaines personnes, le fait d'être en direct tout le temps, de se sentir proche de l'information, etc., ça peut être intéressant. Personnellement, je ne ressens pas ce besoin-là. Après, sur votre deuxième point, vous disiez, est-ce qu'il faudrait revenir au modèle avant? Alors, tout à l'heure, je disais déjà qu'il faut
pas idéaliser non plus les journaux et les organes de presse qu'on avait avant. Ils ont certes des carences, mais ils avaient au moins cette justesse, je dirais, de ce travail de reporter du terrain, je dirais. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, avec des métiers précaires comme les métiers de pigiste ou ce genre de choses, il y a une précarité, il y a des demandes d'instantané, d'immédiateté, qui font que le métier de journaliste et le journalisme en général ont perdu pour moi quelque chose. Est-ce qu'il faudrait revenir au modèle d'avant ? Je ne sais pas, mais au moins réguler ou du moins utiliser les nouvelles technologies à bon escient, je pense. Tu disais que tu ne regardais pas les chaînes d'infos continue, mais le 20h, la grand-messe de 20h, est-ce que tu regardes ? Avec mes parents, ça m'arrive, oui. En train de manger. Si je peux me permettre, tout ce que dit David est super intéressant et je pense qu'il faut s'interroger aussi s'interroger sur l'avenir de ces chaînes continues, s'interroger sur le passé, pourquoi elles sont apparues. Il me semble, à mon sens, que c'est aussi par rapport à une évolution de la société et à une nouvelle demande. C'est-à-dire qu'on arrivait à une société où les gens avaient moins le temps de passer 1 heure le soir à regarder les informations, et donc on a voulu rendre de l'immédiateté au service et pouvoir faire en sorte que n'importe qui travaille à n'importe quelle heure puisse à n'importe quel moment avoir accès très rapidement. On veut tout de suite maintenant. Donc je pense que ça répond d'une certaine manière à une demande qui est une conséquence de l'évolution de la façon dont on travaille. Mais je pense que la réponse à la demande n'est pas la bonne. Et comme disait David, ça répond simplement à un certain modèle économique et ça répond pas nécessairement à ce dont les citoyens auraient besoin. Donc voilà, donc je pense que ça a une raison d'existence parce qu'on n'a pas tous tout le temps de s'informer dans une journée. Et donc on a besoin de ce type de médias qui, de manière très rapide, peut nous donner ce dont on a besoin. Néanmoins, il faut que ça reste qualitatif et il faut que ça reste un minimum objectif et pas poussé par des ambitions plus monétaires. D'autres questions ? Oui, bonjour. C'est pas tant une question qu'une remarque. Par rapport à la question de la continuité, il me semble que ce qui est important, c'est le contenu. Il ne faut pas remettre en question le fait qu'il y ait des informations en continu, mais quel est le contenu de ces informations ? C'est plutôt ça qui peut poser question. Si c'est toujours en effet la même information qui passe et qu'en plus c'est une information anxiogène qui limite la manière dont le sujet est traité, là on peut la remettre en question. Donc finalement, je crois que ce qu'on doit attendre du journalisme, c'est la qualité du contenu, la qualité des sources, la qualité des recherches qui sont faites. Je pense aussi qu'il ne faut pas non plus avoir une idée du journalisme qui soit unique. Je veux dire, il y a différentes façons de faire du journalisme. Il existe encore des reporters qui font du travail de terrain, du travail de recherche, du travail dans le temps long. Ça existe encore. Ils ont de moins en moins de moyens, c'est exact. Mais voilà, ne disons pas tous les journalistes sont soumis à la loi du marché ou aux ordres de leur rédaction. Non, il y a quand même d'abord des rédactions de qualité. Ne l'oublions pas. Et il y a des journalistes qui sont vraiment engagés dans leur métier et qui font du travail, parfois d'ailleurs, qui refusent de céder à la pression de certaines rédactions. Ça existe aussi. Hein. Mais vous avez raison de citer le problème de la précarité de certains qui ont besoin de manger et qui vont s'engouffrer dans des formules qui sont pas forcément en rapport avec leurs valeurs. Mais je veux vraiment revenir sur cette question du contenu. Pour moi, c'est pas tellement le support, que ce soit de la presse, de la radio, de la télé, des blogs, qu'on regarde sur son téléphone ou qu'on regarde ou qu'on ouvre un grand journal en papier, peu importe. Ce qu'il faut par contre, c'est trouver les sources d'informations dont les contenus ont été réellement travaillés. Voilà. David ? D'accord, oui, répondre. Merci Madame Ferkhatadji. David ? Juste répondre brièvement, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les 2 points. Je pense justement que cette méfiance qu'ont les jeunes, mais pas que les jeunes,
sur l'information, elle vient du fait que ces modèles économiques qui prônent les infos en continu occultent un travail de journalisme essentiel qui est présent. Et c'est vrai que si la lumière était plus portée sur ce genre de journalisme-là, il n'y aurait pas autant de méfiance de la part des citoyens aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Des questions ? Oui, très rapidement. En fait, moi, j'ai été très surpris et tous d'ailleurs, avec des urgences très différentes, de la confiance que vous portez à la question de l'image. C'est-à-dire que, comme si l'image, elle, était une sorte de pureté de l'information, alors que moi, je me suis toujours dit qu'elle était de toute façon toujours éditorialisée en fonction de la personne qui portait la caméra, son smartphone, etc. Or, j'ai eu le sentiment, et ça tous, qu'il y avait quelque chose dans la pureté de l'information de l'image en laquelle vous avez aujourd'hui presque plus confiance que dans l'analyse que le journaliste pourrait porter. Et c'était très surprenant pour moi. Ouais. Il peut y avoir plusieurs réponses, je pense. Alors, Léa, on va commencer par... Pour le coup, moi, je suis un peu le contre-exemple. Peut-être que je vous ai fait mauvaise impression, mais... Mais non, justement parce que même si on regarde le film qu'on a fait hier, en fait, on coupe toujours des morceaux même d'interview, en fait, et qu'on coupe une partie et qu'on colle deux autres parties, le sens de la phrase peut être complètement différent, en fait. Et que ce soit pareil pour l'image, qu'on prenne une image d'un angle ou d'un autre, en fait, on n'a plus du tout la même information. Donc, en tout cas, moi, je suis un peu le contre-exemple. Je suis un peu méfiante aussi avec les images. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a fait penser ça ? C'est-à-dire, est-ce que... Enfin, c'est le fait que dans nos propos, on ne fasse pas de dichotomie entre l'information orale et l'information image. Enfin, dans ce que j'ai pu entendre, mais encore une fois, dans des réalités différentes, je pense que... et ce qui me fait dire ça aussi, c'est peut-être... le mouvement social récent qu'on a connu en France sur les Gilets jaunes, où j'entendais beaucoup que les médias sur lesquels on le faisait plus confiance, c'est ceux qui filmaient en direct ce qui était en train de se passer dans les manifestations. Et notamment, j'entendais les étudiants palestiniens parler aussi de l'outil qu'ils ont par rapport à cette image et le besoin d'avoir une information en direct de ce qui est en train de se passer, qui donnerait, elle, une information un peu plus pure, c'est-à-dire qui ne serait pas passée par le filtre de l'analyse politique de l'image elle-même. Et je trouve intéressant, mais peut-être c'est une question pour le coup de génération et aussi d'utilisation de l'outil, comme si effectivement l'image, elle, donnait une information pure qui serait dénuée d'une analyse journalistique. Et donc du coup un peu plus éditorialisée, un peu plus... voilà. Alors je m'étais jamais posé la question pour tout vous dire. Je pense sincèrement que naturellement l'humain tend à plus croire ce qu'il voit. Et je pense que c'est ce qui nous pousse à avoir généralement, et je pense qu'en fait c'est pas générationnel, enfin en tout cas à mon sens c'est pas forcément générationnel. Je pense que l'humain en règle générale croit plus ce qu'il voit. Par exemple, quand on vous raconte, il y a aussi cet effet de direct, c'est-à-dire que comme vous le disiez par rapport aux Gilets jaunes, quand on va prendre une vidéo en direct, forcément on a plus tendance à y croire que quand on va nous narrer un récit de quelque chose qui se serait passé. Forcément, il y a ce côté... déjà, on a une personne qui nous raconte, donc on a un intermédiaire, tandis qu'on a l'impression d'être plus en direct et plus au su. Après, je pense qu'on remet moins en cause les images, mais je pense qu'on le fait tout de même si on devrait peut-être le faire plus. Et je pense qu'avec aussi, notamment ce qui est très intéressant, c'est de parler de Photoshop et de tous les outils qui commencent à être créés pour modifier les images. Et je pense qu'avec cette création et avec la technologie qui est en train d'avancer là-dessus, sur le fait qu'on puisse totalement modifier même des vidéos entières, je pense que la question va de plus en plus se poser et les futures générations seront, à mon avis, obligées d'avoir cet esprit critique aussi. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire plus on avance dans la technologie, avant on n'avait qu'une chaîne, maintenant on en a 6. Maintenant on peut modifier des images qu'on ne pouvait pas faire avant, donc on avait plus de confiance. Et je pense que tout ça est en train d'évoluer, on sera obligé de créer des codes pour avoir plus confiance. Léa ? Moi, je pense qu'il y a juste deux types un petit peu d'utilisation de l'image. En fait, il y a l'image qu'on peut couper, séquencer, qu'on diffuse par exemple, que ce soit sur BFM, CNews, sur TF1, sur n'importe quoi, qu'on peut séquencer. Et en fait, les images, et je pense que c'est plus ça au niveau des Palestiniens, je pense qu'ils ont plus confiance, en tout cas moi aussi, c'est les informations, enfin, un peu les vidéos à la sauvette, quoi, que tout le monde peut prendre.
un petit peu, par exemple sur Facebook, on a un truc qui s'appelle en direct, et en fait on peut faire une vidéo en direct, et en fait, comment ? Monsieur ? Bien sûr. Bien sûr, mais en fait, la vidéo, je veux dire, elle peut être moins bien, elle peut pas être corrigée, je veux dire. Après, on est d'accord que si on filme un CRS en train de tabasser un gilet jaune, et alors qu'on n'a pas vu les 10 secondes avant ou les 10 secondes après, je suis d'accord. Mais après, c'est pareil dans les deux sens et c'est pareil partout. Ça prend toujours, on se pose toujours la question de l'angle, mais après, c'est pareil dans l'écrit, c'est pareil dans l'image, c'est pareil dans la vidéo, c'est pareil dans une discussion, c'est pareil tout le temps. Voilà. On va laisser le micro à Itam, parce que c'est lui qui a parlé tout à l'heure de AJ+, et puis je vous redonnerai le micro. Le AJ+, c'est une chaîne qui donne des informations courtes en images, à l'image de Brut en France. Et tout à l'heure, tu n'avais pas fini de répondre à la question. AJ+, c'est quoi ? C'est la confiance. Tu es sûr que ce n'est pas orienté ce que tu vois sur AJ+. Oui, je fais complètement confiance à les informations qui nous dit les AJ+, parce que on peut dire même si je ne vois pas le journalistes qui font les informations, mais de l'intérieur, je suis satisfait de tout ce qu'il est dit. Je fais confiance à tout ce qu'il est dit. Du contenu. Oui. D'autres questions, la salle ? Oui, bonjour. Merci pour toutes ces informations. Voix d'Orléans, finalement, porte aussi vos voix, les voix des jeunes étudiants qui viennent de Naplouse. Et ça, vraiment, ça me plaît beaucoup, ça me satisfait. Et je voulais revenir sur les conditions dans lesquelles vous faites vos connexions, parce que on connaît les conditions qui sont dues au mur terrestre. Vous parlez de checkpoint, mais ce qu'on ne connaît pas bien, c'est le mur qu'il y a pour empêcher les connexions Internet, en tout cas pour les rendre difficiles, parce que je ne sais pas si c'est vraiment impossible de complètement les couper. J'aurais souhaité que vous en disiez un peu plus sur cet aspect, sur l'aspect des connexions, techniquement, comment ça se passe, si c'est possible. En tout cas, ici, les jeunes, les étudiants, nous tous, on sait bien qu'on ne pourrait pas se passer de ces connexions ici. C'est impensable maintenant, c'est impensable. Et voilà, j'aurais souhaité que vous en disiez un peu plus. Et qu'est-ce que éventuellement les voix d'Orléans pourraient porter pour qu'on trouve des solutions. Voilà. Bon, pour parler d'humour, merci pour avoir posé cette question. L'humour, c'est un humour qui est construit par l'occupation israélienne dans des terroirs en Cisjordanie, qui a diffusé des familles palestiniennes, qui a causé une division du peuple palestinien aussi. Quand on reçoit des informations des Palestiniens au terroir de 48, il y a des sites web, il y a des comptes de Facebook, et donc on a en fait une connexion, mais c'est un peu difficile parce que vous voyez, il y a deux gouvernements. En Cisjordanie, c'est le gouvernement palestinien, et là-bas, d'ailleurs, d'humour, il y a le gouvernement israélien qui contrôle les informations des Palestiniens là-bas. Donc, c'est un peu difficile d'avoir une connexion, mais grâce à la circulation de Palestiniens de 48 à l'intérieur du territoire de 67, il y a des connexions face à face entre les personnes. Il y a aussi des chaînes de radio pour les Palestiniens là-bas. Notre réponse sur le mur en Palestine, le mur sur la communication en tout cas. Aïtam, non? Vas-y. Si je veux ajouter quelque chose selon les checkpoints, et s'il y a beaucoup de checkpoints entre des villes palestiniennes, et en fait il y a, on peut dire, un checkpoint principal qui divise le sud de Cisjordanie et le nord de Cisjordanie, il s'appelle Container. Quand il est fermé, on peut dire, il divise les deux parties. En fait, oui, c'est ça. C'est difficile de se passer entre toutes ces checkpoints. Je crois que la question du monsieur, c'était aussi de savoir, est-ce que les connexions, est-ce qu'elles sont sécurisées? Est-ce que vous avez des coupures régulièrement à Naplouse, par exemple?
Rima? De quoi exactement? Des coupures d'Internet Oui, régulières. maintenant en Cisjordanie, la situation est beaucoup plus mieux, comme nous avons dit, de Gaza. Nous avons une entreprise de communication palestinienne. Et alors, presque tous les contrôles de communication Internet est avec cette entreprise. Mais c'est nouveau ça. Mais parfois, il y a des problèmes avec la connexion. Mais grâce à cette entreprise, presque tout va mieux maintenant. Mais en fait, la communication et les communications de l'Internet, c'est donné par les Israéliens à cette entreprise palestinienne. Donc, quand ils veulent couper l'Internet, l'électricité, même l'eau, ils peuvent le faire. En fait, je peux ajouter, oui, je peux ajouter quelque chose selon les coupeurs d'électricité. Moi, je viens d'une ville à côté d'Hébron. Et quand il y a, on peut dire, des efforts sur l'électricité, il coupe l'électricité de notre ville pour améliorer l'électricité dans lesquelles on est les Israéliens. Oui, Sam. Mais est-ce que ces coupures ont lieu en temps de crise, par exemple? Non, en fait, parce que tout est fourni, comme l'Internet, tout est fourni par les Israéliens, l'électricité aussi, et l'eau est contrôlée par les Israéliens. Du coup, ça doit passer par les Israéliens selon un règlement en fait, qui est défini par le côté israélien. Et le côté palestinien, c'est le côté en fait, qui soumet ces règles-là. Par exemple, par rapport à l'Internet, l'accès à Internet, en fait, le fournisseur, c'est le côté israélien. Et du coup, c'est le fournisseur qui réglemente en fait, l'accès à Internet, les conditions, la vérification, la surveillance, etc. Et peut-être mes étudiants ont oublié en fait ce passage qui a eu lieu entre le 2G et le 3G. Ici, on a la connexion Internet 4G. Par contre, c'est un rêve pour les Palestiniens de passer à une connexion Internet 3G. Et du coup, ça s'est passé par une longue discussion entre le côté palestinien et le côté israélien pour permettre au côté palestinien, sous certaines conditions, d'avoir accès à la connexion Internet 3G et du coup payer plus cher en fait qu'un habitant dans les territoires occupés de 48 Israël. Ça, c'est par rapport à la connexion Internet et par rapport en fait à l'électricité. Par rapport à l'électricité, on a une coupure d'électricité assez fréquente. Le jour de notre départ, je me suis réveillé à 4h du matin pour préparer mon voyage. Il n'y a plus d'électricité. J'ai pensé au départ que c'était en fait... j'avais pas suffisamment chargé parce qu'on a en fait actuellement un Naplouse. On paye pas mensuellement en fait l'électricité. Hein, c'est une carte. C'est comme avec les téléphones... avec les téléphones d'avant, quoi, avec les téléphones. Oui, une sorte d'abonnement en fait. Par exemple, on peut charger cette carte, recharger cette carte avec 50 shekels, avec 100 shekels. Ça dépend de notre budget. Et au bout de quelques jours, on est obligé de recharger cette carte. Et du coup, imaginez cette situation. Je crois que selon les droits de l'homme, même si on ne paye pas les factures d'électricité, EDF par exemple n'a pas le droit de couper l'électricité parce qu'il y a des enfants dans la maison. Et imaginez cette situation où on se réveille le matin, il n'y a pas d'électricité, on pense que voilà, on n'a pas suffisamment rechargé, et finalement non, la coupure d'électricité continue jusqu'à 2h30. De l'après-midi, j'appelle ma femme et j'apprends que voilà, on a eu l'électricité de nouveau. Imaginez la situation quand il fait froid. Imaginez la situation la nuit, dans l'obscurité. Et du coup, ça explique pourquoi plusieurs incendies en fait, ont lieu dans beaucoup de foyers palestiniens où il y a eu des enfants morts, des enfants brûlés aussi. C'est toujours en fait ce passage. Et par rapport en fait à la fiabilité des informations, par rapport aux informations diffusées sur Internet, en fait, c'est trop contrôlé par le côté israélien. Et du coup, on est méfiant en tant que Palestinien, en fait, quand on publie quelque chose sur Internet. Moi, personnellement, je réfléchis à plusieurs reprises, surtout quand il s'agit d'écrire, parce que là, vous savez comment ça se fait la communication, pour que ce ne soit pas aussi mal interprété, parce que aussi on est suivi par des snipers, par des gens sur Internet, parce que aussi on reçoit sur nos comptes Facebook
des messages aussi du côté des médias israéliens. Ce n'est pas un média civil, c'est un média plutôt aussi militaire qui essaye de faire passer un message aux jeunes Palestiniens, de leur dire calmez-vous, hein, cherchez la paix, vous n'êtes pas en sécurité, vous êtes contrôlés plus ou moins. Ouais, s'informer, c'est aussi ça, là-bas, évidemment. Ici, on l'avait un peu oublié. D'autres questions ? Bonjour, du coup j'ai 2 questions. Vous nous avez beaucoup parlé de votre consommation d'informations et finalement peu de votre besoin d'informations. Quels sont les besoins que vous identifiez en termes d'informations et quelles sont les informations que vous cherchez en fait? J'avais cette première question et la deuxième question c'est sur le coût de l'information. Parce que finalement, un abonnement au Monde, c'est toujours plus cher qu'un abonnement à la chaîne Hugo Décrypte, par exemple, sur YouTube. Et c'est pas non plus la même information, mais le coût d'une information peut jouer, je pense, surtout sur un public jeune. Et là, on n'a qu'une petite brochette. Et aussi le modèle économique qu'il y a derrière. Parce que le modèle économique du JT de 20h, je crois que ce n'est pas le même modèle économique que le JT celui de TF1, ce n'est pas le même que le modèle économique du JT de France 2. Le modèle économique de BFM, ce n'est pas le même que celui de France Info. Le modèle économique du journal Le Monde, ce n'est pas le même que celui de l'UMA, par exemple. Donc je pense qu'il y a certains modèles qu'il faut aussi avoir en tête quand on consomme une information. On parlait d'Agi+, je crois que ce n'est pas le même modèle économique derrière que celui de Brut. Et donc, comment on réfléchit aussi à ça quand on consomme? Qui veut répondre? Il y a d'autres étudiants de l'Université d'Orléans qui sont dans la salle. Si vous voulez répondre, vous êtes les bienvenus, vraiment. Qui veut répondre? David? Oui, je vais commencer une réponse, après je vais passer la main à mes amis palestiniens. Sur la première question qui était sur le besoin d'information, je pense que nos amis palestiniens vont pouvoir mieux répondre que nous, parce qu'eux, ils ont un besoin d'information qui est vital. Alors que nous, oui, on sait juste se tenir informé. Et va parler de se tenir informé pour les cours, c'est se tenir informé pour sa culture personnelle, voilà ce genre de choses. Mais eux, dans leur cas, c'est un besoin vital d'information. Et là, du coup, je vais passer la parole à mes... Je crois qu'on a besoin de savoir les informations qui est liées aux politiques, à la politique, parce que même la circulation, c'est quelque chose de la politique. Et vous trouvez toujours, il y a des combats, des actions de violence d'occupation israélienne, de colons israéliens. Donc il faut savoir qu'est-ce qui se passe avec nous, même dans les lois israéliennes. Il y en a quelquefois des lois racistes, comme l'année dernière, il y avait une loi raciste qui dit que l'État israélien est un État juif, donc il n'y aura plus de musulmans, il n'a pas besoin de musulmans ni des chrétiens. Donc on suit beaucoup les événements israéliens, les actualités israéliennes, quelquefois, pour savoir c'est quoi l'effet sur nous. Et tu as besoin de quoi? De décryptage de cette information-là, notamment sur cette loi raciste ou de savoir qu'est-ce qui se passe. Des gens qui t'expliquent mieux ou non? Oui, il y en a des personnes qui expliquent. Il y a un journaliste palestinien qui s'appelle Nasser Laham. Il parle toujours des actualités, des nouvelles israéliennes. Il nous explique en antenne. Tu veux répondre à ça, Rima? En fait, la situation chez nous est plus compliquée. Et alors, les informations sont très, très importantes. Si nous, on n'a pas lu les informations pour nous, qui va les lire? Et alors, c'est très, très important. Pour beaucoup des objectifs, un d'entre eux, c'est la circulation, comme Khair a dit. Chaque jour, on a besoin de lire les informations pour connaître si on peut se déplacer entre des kilomètres, pas seulement entre les villes. Alors, c'est très, très important. Et aujourd'hui, on souffre de manque des informations. Pour résoudre ce problème, n'importe quelle personne devient un journaliste sur les réseaux sociaux pour donner assez d'informations, pour couvrir la vérité. Et pour moi, je trouve par exemple une personne normale ou ordinaire plus professionnelle que des journalistes vraiment professionnels.
Par exemple, on aime savoir les informations qui sont vraies. On n'intéresse pas, dans ce cas, on n'intéresse pas par les journalistes professionnels, on intéresse par les gens qui transforment des vrais messages. Qui sont dans l'action elle-même. Oui. Mais il y a un terme, là, journalisme citoyen. Je sais. Non, toi, tu n'y crois pas du tout, Yacoub. Tu dis que tout le monde peut s'improviser journaliste maintenant, donc voilà. Toi, tu n'y crois pas du tout à ça, le journalisme citoyen, comme envoyer des informations sur les checkpoints, créer un blog là-dessus. Non, tu n'y crois pas, toujours pas. Non. Bon, Kelala. Et moi, je crois que chaque personne, quelquefois, elle est dans l'action elle-même. Donc, elle peut envoyer son message, elle peut parler de situation parce que c'est lui qui est dans l'action. Donc, c'est lui, la personne principale qui peut envoyer son message. Vas-y, Haïtam. Pour la fiabilité des journalistes citoyens, si quelqu'un a dit quelque chose de fausse, et l'autre personne va vérifier si non, c'est pas vrai, il dit la vraie chose. Et c'est pour ça que je fais confiance à cette application, cette information. L'application, un Zélo, ça s'appelle. Oui. Je l'ai noté. D'autres questions? Bonjour. Encore 10 minutes. 10 minutes, alors j'en prends quelques-unes. Je suis l'initiateur de cet échange franco-palestinien. Philippe et donc Magnier. je voulais, Vraiment, un gros bravo. C'est pas pour ça, hein, mais c'était avant de revenir sur un des points, remercier les Voix d'Orléans qui vous ont permis d'être là aujourd'hui et de pouvoir réunir étudiants français et palestiniens, parce que c'est pas forcément facile. Et donc je remercie beaucoup Nathalie Carien, Sophie Ferkatadji, Gwenaël, toute l'équipe des Voix d'Orléans qui nous ont permis d'être réunis aujourd'hui. Juste à propos des réseaux sociaux et de la force et du poids des images, c'est vrai qu'en Palestine, ça a un sens tout à fait particulier et qu'on a ici, côté occidental, aujourd'hui, une réflexion très critique sur les réseaux sociaux et on a raison de l'avoir parce que on voit bien à quel point il y a un enjeu démocratique derrière tout ça. Mais il faut voir aussi que les réseaux sociaux sont un média, j'allais dire aussi quelque part un média du pauvre et qu'ils permettent une expression qui n'est pas forcément journalistique mais qui relève du témoignage et que ce témoignage, il a une valeur aujourd'hui considérable dans le jeu démocratique, notamment dans des États où la démocratie n'existe pas. Et aujourd'hui, moi j'ai simplement des amis sur Facebook, des amis palestiniens, notamment dans des camps de réfugiés, et ça me permet d'être informé de ce qui s'y passe, en temps réel. Évidemment avec le filtre qu'il faut avoir, mais ça me permet d'avoir une information que je n'aurais pas forcément par des médias traditionnels, et ça permet aussi pour un peuple d'avoir la conscience de tout ce qui s'y passe. Et je pense que l'Algérie qu'on connaît aujourd'hui ne serait pas tout à fait celle qu'on vit s'il n'y avait pas effectivement cette importance des réseaux sociaux, et ça il faut jamais l'oublier. Et puis concernant l'image, là aussi il y a un enjeu très très fort, et je pense notamment à Etam est originaire d'Hébron, qui est une ville où la situation est extrêmement difficile aussi. Et il y a une association israélienne qui s'appelle B'Tselem qui a trouvé une arme au travers des caméras qu'elle distribue notamment aux habitants d'Hébron et notamment aux femmes d'Hébron, de manière à ce qu'elles puissent filmer les images du harcèlement dont elles sont victimes par des colons israéliens. Et c'est une façon de rappeler que l'image est aussi une arme et que cette arme, elle a aussi toute sa vertu. Et il faut bien sûr être attentif à la façon dont on s'en sert. Mais ce qui s'est passé aussi à Gaza ces derniers mois avec les marches du retour, je pense qu'on n'aurait pas eu d'écho s'il n'y avait pas eu aussi cette expression populaire de l'image. Et je pense à tous ceux qui s'intéressent au sujet. Sans doute avez-vous vu cette image qu'on a identifiée à Delacroix, La liberté guidant le peuple, avec ce Gazaoui qui tenait un drapeau palestinien et je pense que cette image-là, elle a été un vecteur très fort d'émotion. Et évidemment, cette émotion-là, elle a aussi son rôle politique. Et c'est aussi important de la considérer comme telle. Merci à toi Philippe. Et merci à vous, étudiants de l'université Anne-Najat de Naplouse et les étudiants de MAP, métier d'accompagnement politique de l'université d'Orléans. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde.